Bonsoir à tout le monde. Je suis donc Isabelle Lemoine pour celles qui ne me connaissent pas et pour celles qui me connaissent. Bah, tant mieux, on se retrouve. Voilà. Donc j'ai grand plaisir à accueillir ce soir notre amie Alice qui va nous parler de la naturopathie. Moi auparavant, je vais vous dire quelques mots. Voilà, je suis vraiment heureuse parce que je suis l'organisatrice et la créatrice de ces rencontres. Je suis désolée, voilà, de ces rencontres que j'ai créées pour permettre à des gens qui peuvent être en questionnement, qui peuvent se sentir déstabilisés actuellement par tout ce qui se passe, afin qu'elles trouvent vraiment des solutions et surtout qu'elles rencontrent de très belles personnes qui sont là. C'est ma minute autocongratulation. Petit clin d'œil à notre amie Céline sur l'amour de soi. Euh, voilà, j'ai demandé à des personnes qui sont pour moi de belles personnes, qui sont de belles âmes, de nous éclairer, de parler de leurs outils. Et puis voilà, on est maintenant vraiment dans la dernière ligne droite. Il reste 4-5 conférences et surtout, je veux le dire maintenant parce que je risque d'oublier, nous avons une très belle soirée de clôture en perspective, en tout cas, moi j'y crois, qui sera au moins en 2 temps, à savoir, moi j'interviens et je vais tirer les cartes en direct ou pas, je ne sais pas encore. Je parlerai de la couleur de l'année 2021 et puis il y aura Sophie Riel qui sera là. Riel, moi je peux prononcer comme ça. Sophie qui sera là pour nous faire une méditation guidée dont elle a le secret parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va être. Donc voilà, maintenant je crois avoir tout dit. Je vous souhaite une très belle conférence avec l'écoute d'Alice. Alice, c'est à toi. Bonsoir à tous. Alors d'abord, avant de commencer, je voudrais déjà remercier du fond du cœur Isabelle qui a eu cette merveilleuse idée de créer ces rencontres. C'est grâce à toute sa générosité, toute son énergie que nous sommes tous réunis ce soir. Donc merci Isabelle pour cette belle création et pour ta présence. À tout à l'heure. À toi. Alors, je vous partage mon écran. J'espère que vous êtes tous bien installés et que vous allez bien. Donc, je ne peux pas vous voir, c'est un petit peu frustrant, mais on pourra peut-être se voir à la fin de la conférence. Alors, déjà, je voudrais donc bienvenue dans cette conférence qui va vous parler de naturopathie et comment retrouver son bien-être pour se reconnecter à soi. Alors, je suis vraiment ravie d'être présente avec vous ce soir et tout particulièrement, comme l'a dit Isabelle, en ces temps troublés, où nous avons bien besoin de nous réunir et de partager du positif pour nous donner mutuellement du baume au cœur. Donc, merci à vous, à chacun de vous d'être là ce soir. Merci beaucoup. Pour me présenter rapidement, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Alice Lecard. Je suis ingénieure de profession et j'exerce dans les industries de l'énergie depuis près de 15 ans maintenant. Toute petite, je m'intéressais déjà au corps humain et à son fonctionnement. J'étais émerveillée par la série Il était une fois la vie, vous devez connaître. Et je collectionnais les organes miniatures d'Oscar. Donc j'aimais bien le monter, le démonter. Voilà, c'était vraiment mon jeu favori. Alors, j'ai aussi eu la chance de grandir dans une famille déjà très sensibilisée à la santé naturelle, notamment par l'homéopathie, et j'ai poursuivi sur cette voie. En 2015, ça a été un tournant pour moi après des années d'investissement dans diverses entreprises, beaucoup de désillusions professionnelles aussi, des plans sociaux, entre autres. J'ai pris conscience qu'il était grand temps de revenir vers l'essentiel et de me tourner vers ce qui m'appelait. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de me plonger dans ce qui me passionne et m'anime, afin de retrouver déjà pour moi-même du bien-être, du sens et des valeurs humaines. Donc, tout en poursuivant mon activité professionnelle,
Je me suis formée progressivement dans différents domaines du bien-être et de la santé, au travers d'approches complémentaires. J'ai commencé par l'aromathérapie, la phytothérapie, ensuite je suis arrivée à la naturopathie pour avoir une vision plus globale et j'ai continué à approfondir petit à petit avec l'olfactothérapie, l'auriculothérapie et le tout baigné par l'énergétique qui relie tout cet ensemble-là. Et je continue d'ailleurs encore aujourd'hui à apprendre dans ce domaine passionnant et vaste de l'être humain. C'est vraiment ce qui m'anime et quand on commence à le toucher du bout du doigt, on a juste envie d'approfondir et d'y aller donc je continue et pour moi se former, c'est déjà expérimenter sur soi chacun de ces apprentissages. Ça me paraît vraiment essentiel et depuis que j'ai commencé sur cette voie, c'est une vraie révélation et un véritable chemin qui s'opère et qui s'ouvre depuis. Alors vers l'autre, bien sûr et surtout vers moi-même. Donc vraiment, j'en suis vraiment, très heureuse et je suis ravie de pouvoir vous partager un petit peu, de mon chemin ce soir. Alors je suis réellement convaincue, aussi que nous sommes nous-mêmes les acteurs principaux de notre bien-être et de notre santé. Alors pour l'illustrer, j'ai choisi de vous parler ce soir, à l'invitation d'Isabelle, de naturopathie. Au-delà d'un outil, c'est tout un mode de vie, une approche vraiment holistique de l'être humain. Alors, qu'est-ce que la naturopathie? Donc, le petit PowerPoint, il a un petit peu de temps au démarrage. Je vous demande un peu de patience. Ça va venir. Voilà. Alors, qu'est-ce que la naturopathie? Donc, on entend, on lit vraiment beaucoup de choses sur la naturopathie. Il y a beaucoup de confusion et d'idées reçues. Alors, j'espère que vous pourrez en avoir une meilleure compréhension et une meilleure vision à l'issue de cette conférence. Je vais vous présenter bien sûr les grandes lignes, les concepts clés et surtout essayer de vous montrer comment on peut devenir acteur de sa propre santé, de son propre bien-être et en même temps, par cette voie, se reconnecter à soi, à son essence profonde pour mieux vivre et surtout mieux être, parce que le but, il est là aussi. Bon, je pense que c'est particulièrement important et notamment dans le contexte actuel qui nous pousse à nous interroger, à évoluer, à nous prendre en main et à participer ainsi chacun à notre mesure, bien sûr, au changement que l'on souhaite voir dans le monde. Pour moi, quand on change, c'est aussi transmettre aux autres notre changement et œuvrer au changement autour de nous. Ça me paraît vraiment important et capital, surtout dans le contexte actuel. Alors, la naturopathie, qu'est-ce que c'est? C'est par définition, une médecine traditionnelle, naturelle, intégrative, holistique, qui vise à apporter à l'être humain le plus haut degré de santé possible par la prévention. Alors, déjà, première chose, la naturopathie n'est pas ce qu'on appelle une médecine douce. Et il y a souvent une grande confusion là-dessus. Une médecine douce, elle va traiter le symptôme de façon naturelle. C'est ce qu'on appelle les remèdes de grand-mère, par exemple, ou alors l'utilisation d'une plante ou d'une huile essentielle ponctuellement dans le cadre familial. Alors, l'intérêt est l'action sur le symptôme par une méthode naturelle, au lieu de prendre un médicament. Donc, c'est déjà quelque chose de positif. Mais par contre, cela reste une médecine du symptomatique, c'est-à-dire qui ne s'intéresse pas vraiment à la cause de la maladie ou à la cause du problème. En fait, donc ça c'est le premier point important à bien comprendre. En fait, la naturopathie, c'est une médecine traditionnelle, classée ainsi par l'OMS, au même titre que la médecine traditionnelle chinoise ou la médecine ayurvédique, par exemple. C'est une médecine intégrative, c'est-à-dire que l'on intègre des éléments naturels à la médecine. D'ailleurs, la médecine conventionnelle et la santé naturelle sont tout à fait complémentaires. Il y a des médecins qui travaillent en coopération avec des naturopathes. Bon, c'est encore assez rare, mais c'est vraiment quelque chose de très positif et de très complémentaire. C'est une médecine naturelle, bien sûr, holistique, c'est-à-dire que l'on considère l'homme dans sa globalité,
Parce que la naturopathie s'intéresse avant tout à la personne, au malade, qui est plus important que sa pathologie. Ça, c'est vraiment, le concept clé aussi de la naturopathie. Et on dit aussi que c'est une médecine préventive. Là encore, c'est un grand principe. Pour, un naturopathe, la prévention prévaut sur l'intervention. En Orient, vous savez sans doute que les personnes, elles vont consulter pour ne pas tomber malades. Après, on sait très bien qu'en Occident, on n'en est pas encore tout à fait à ce stade, mais pourtant, c'est vraiment là le but, c'est d'agir en amont pour prévenir, tout problème de santé ou toute maladie. Alors ensuite, pour le praticien naturopathe, la santé, c'est un état d'harmonie physiologique, psychologique, dynamique et holistique. Alors voilà, hein, nous sommes vraiment là dans le concept de l'homme total sur tous les plans. L'homme n'est pas simplement un organe, un corps avec des organes, hein, c'est aussi un esprit, des émotions, une énergie. L'être humain, c'est un tout. C'est comme le monde qui nous entoure, l'être humain, c'est un monde aussi. D'où l'importance d'avoir une approche globale. Ensuite, la naturopathie suit les grands principes d'Hippocrate. Hippocrate, vous le savez, c'est le père de la médecine traditionnelle occidentale et tous ces principes datent des années 400 avant Jésus-Christ environ. Donc, vous voyez qu'on a rien inventé, hein. En premier lieu, ne pas nuire. Donc, primum non nocere. On le voit régulièrement affiché dans des endroits symboliques. Donc, c'est-à-dire évidemment de ne rien faire qui puisse nuire à l'individu. Bon, ça paraît basique, mais c'est la toute première règle à respecter. Ensuite, la nature est guérisseuse. Alors, c'est-à-dire que l'on va respecter la force vitale autoguérisseuse en stimulant les forces d'auto-guérison de l'individu. Donc, on ne soigne pas en fait, hein, ça c'est vraiment important. C'est le corps qui doit réussir à se guérir par lui-même. Mais on reparlera de la force vitale un peu plus loin tout à l'heure. Alors, on va stimuler, on va relancer les capacités d'auto-guérison de la personne. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on va laisser faire la nature en toute occasion, hein, pas du tout. Il n'est pas question de négliger ou de refuser les médecines d'urgence. On est bien d'accord là-dessus. Ensuite, autre principe, donc identifier et traiter la cause. On en reparlera juste après. On en revient à la dimension holistique de l'individu et non à considérer uniquement un organe, une partie du corps ou un symptôme. Autre principe, détoxifier et purifier l'organisme. Donc, comme nous le verrons aussi un peu plus loin dans la conférence, donc il s'agit là d'une cause importante de nombreuses pathologies. Et on va utiliser des techniques physiques, biologiques pour activer et renforcer les mécanismes homéostasiques du corps, c'est-à-dire les mécanismes qui permettent de régulariser et de maintenir notre équilibre intérieur. Autre principe, c'est d'enseigner les principes de la santé. Alors, le naturopathe est avant tout un pédagogue de la santé, c'est-à-dire qu'il est là pour vraiment aider le consultant à comprendre son trouble ou sa pathologie, à comprendre quel est son terrain, quelles sont ses fragilités. Et il est vraiment là pour expliquer à la personne comment ça s'est formé, comment ça s'entretient. Ça, c'est vraiment un point très important, que la personne puisse comprendre ce qui se passe. Et enfin, vous connaissez cette citation très connue, que l'alimentation soit ton premier remède. Ça, c'est vraiment un point majeur, hein. Nous mangeons 3 à 4 fois par jour, donc l'alimentation est vraiment essentielle. On fait rentrer des aliments dans notre milieu interne. Il y a des processus complexes derrière, biologiques, chimiques, physiologiques, qui vont avoir lieu en cascade. Donc, selon le type d'aliment, selon sa qualité, selon la façon dont il a été cuisiné, selon son heure d'ingestion, il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer en compte. Donc l'alimentation, c'est vraiment la base de notre santé. Ça, il faut vraiment en être convaincu. Voici pour la suite. Alors, identifier la cause. Donc, je vais vous présenter un petit exemple pour bien illustrer
qu'est-ce qu'identifier la cause et comment on traite? Parce que vraiment, c'est une des bases, hein, des fondements de la naturopathie. On va considérer la personne dans sa globalité et non regarder uniquement le symptôme. Alors, pour bien comprendre ce que ça signifie, je voulais vous présenter un exemple très simple, très basique. Bon, pas très glamour, certes, j'en conviens, mais c'est un problème qui est assez répandu, bon, assez tabou aussi, bien sûr, mais plutôt désagréable à vivre aussi, mais qui illustre vraiment bien le principe de la cause. Alors, là, dans ce cas précis, donc une crise hémorroïdaire, hein, c'est une dilatation anormale des veines hémorroïdales, ce qui va entraîner des douleurs, des démangeaisons et parfois des saignements au niveau de l'ampoule rectale. Un petit rappel de physiologie, donc vous savez que nous avons notre foie, hein, notre organe qui régule vraiment tout notre corps, hein, qui est chargé de filtrer, de détoxifier notre sang. Entre autres, hein, il a énormément de fonctions. Et nous avons la veine porte, ou la veine porte qui va transporter la grande partie des nutriments qui sont absorbés par les intestins et les remonter vers le foie. Il y a les veines hémorroïdales inférieures et moyennes. Donc, ce sont les vaisseaux qui vont drainer le sang veineux du rectum vers le système cave inférieur. Vous les voyez sur la gauche, sur le dessin. Et il y a les veines hémorroïdales supérieures, donc, qui vont drainer le sang veineux du rectum et le remonter vers la veine porte, qui remonte ensuite vers le foie. Alors, comment ce problème d'hémorroïde va se créer? Donc, premièrement, on a une congestion hépatique. C'est-à-dire que le foie, au départ, il est bloqué, il est saturé, il fonctionne au ralenti pour diverses raisons. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut plus fonctionner, donc il va fermer ses portes, il ne peut plus remplir ses fonctions. Donc, deuxièmement, ça va engendrer un ralentissement portal, c'est-à-dire qu'il y a un bouchon qui va se former au niveau de la veine porte, là que vous voyez en amont du foie. On a alors une stagnation sur cette zone, donc la pression du sang dans ce réseau, elle va augmenter. Et troisièmement, en aval, cette augmentation de pression, elle va augmenter une augmentation de pression dans le réseau des veines hémorroïdales supérieures, et donc un renflement, une dilatation de cette zone. Donc, vous voyez que la cause majeure des hémorroïdes, c'est d'abord une congestion hépatique. Alors, en consultation, pour cet homme, hein, nous avons cherché ce qui pouvait provoquer cette surcharge au niveau du foie. Donc, après une anamnèse et des questions détaillées, nous sommes rendus compte que c'était dû principalement à une alimentation déséquilibrée depuis des années, qui a aussi engendré des désordres au niveau intestinal. Et après, il peut aussi y avoir des facteurs favorisants. Bien sûr, il n'y a jamais une seule cause, hein. Il peut y avoir des facteurs autres comme la sédentarité, des émotions qui vont bloquer le foie comme une colère rentrée, du stress répété ou encore une mauvaise hydratation, du tabagisme, des excès d'alcool, de café, de médicaments, etc. Il y en a X raisons. Et tout cela, ça étudié évidemment au cas par cas, hein. C'est selon chaque personne. Alors, donc, comment on va agir dans ce cas précis? En médecine conventionnelle, la plupart du temps, et c'était le cas d'ailleurs pour cette personne, on lui a donné en premier lieu une pommade analgésique pour soulager la douleur localement et des remèdes antithrombotiques pour stimuler la circulation. Alors, ça fluidifie la circulation, ça va soulager, mais ça ne va pas régler le problème de fond. Donc, les crises hémorroïdaires vont revenir. Voilà. En naturopathie, quelle va être l'approche? Alors, premièrement, on met l'accent là-dessus, c'est un drainage hépatique, c'est-à-dire qu'on va drainer le foie, on va l'aider à se désengorger, on va le soutenir pour qu'il puisse retrouver ses fonctions progressivement. Donc, en étant drainé, en étant désengorgé, il va pouvoir rouvrir ses portes et on va ainsi lever la stagnation qu'il y avait au niveau de la veine porte pour que ça puisse circuler de nouveau. Alors, en même temps, bien sûr, hein, on va travailler sur plusieurs plans. On va travailler sur le rééquilibrage alimentaire de la personne, sur son hygiène de vie, que l'on aura revu en détail lors de la consultation. Deuxième point, on va soutenir la circulation, c'est-à-dire qu'on va la soutenir et on va la stimuler pour aider l'organisme vraiment à relancer la circulation. Et on va agir chez cette personne sur la barrière intestinale. En effet, hein, vous le savez,
Donc nos intestins, notre barrière intestinale, elle a un rôle de filtre. Il y a beaucoup d'éléments qui sont filtrés et qui ne passent pas dans le sang au fur et à mesure. Et si jamais on a une hyperperméabilité intestinale, c'est-à-dire une porosité, là, la barrière ne joue plus correctement son rôle et on a beaucoup d'éléments qui, en fait, vont passer à travers, qui vont passer dans le sang et qui progressivement vont surcharger le foie. Donc, on va travailler sur la reconstitution de ces barrières intestinales tout en améliorant aussi l'hygiène de vie. Donc, ce sont vraiment les 3 axes sur lesquels on a travaillé, avec cette personne. Vous pouvez comprendre facilement à travers cet exemple justement qu'il est vraiment important de trouver l'origine, la cause du problème, c'est vraiment l'objectif de la naturopathie. Alors attention, hein, on n'ignore pas, le symptôme pour autant, bien sûr, mais on agit sur le fond pour soutenir, pour rétablir aussi l'équilibre et puis surtout redonner au corps ses possibilités. Parce que le corps est capable de s'auto-guérir, il faut juste le soutenir et lui redonner un petit coup de pouce. Alors ensuite, voyons un petit peu ensemble les grands axes de la naturopathie. Alors, la naturopathie, elle considère 3 causes majeures de maladies. Alors justement, l'alimentation, hein, on vient juste de l'évoquer. Je reprendrai le credo de Pierre Valentin Marchessault, hein, c'est vraiment, qui est le père de la naturopathie en France, qui disait, «Dessalé, désucré, dégraissé». Alors, en effet, chez beaucoup de personnes aujourd'hui, hein, il y a une alimentation qui est très riche en café, en alcool, en graisse, en sucre, avec des produits qui contiennent, des pesticides. Donc ce type d'alimentation industrielle, reste vraiment la cause principale d'encrassement de nos humeurs. Nos humeurs, ce sont nos liquides intérieurs, c'est-à-dire le sang, la lymphe notamment. Et cette alimentation, c'est aussi, la cause principale, je dirais, de surcharge pour la peau, les reins, les poumons et le foie, c'est-à-dire pour nos émonctoires. Mais nous reviendrons un peu plus loin sur ces notions d'humeur et d'émonctoire qui sont vraiment des éléments très importants, en naturopathie. Deuxième cause majeure, la sédentarité. Les bienfaits de l'exercice physique, hein, vous le savez, ils sont nombreux, hein. Ça, on est tous au courant. L'exercice physique, ça permet pourquoi c'est important? Ça permet d'activer nos 4 filtres, c'est-à-dire la peau, les reins, les poumons et le foie, qui vont éliminer nos déchets. L'exercice physique, ça nettoie aussi le système cutané grâce à la sueur qui est produite et au sébum. Et ça permet aussi une meilleure oxygénation du système respiratoire, un meilleur brassage intestinal, un nettoyage hépatique, biliaire, entre autres bienfaits, hein. Donc, il contribue aussi à une meilleure, vidange rénale. Enfin, il a vraiment un effet bénéfique sur chacun de nos organes, sur chacun de nos émonctoires. Sans compter tous les effets bénéfiques sur le système nerveux, sur notre bien-être psychologique, avec la production de substances, du bien-être comme les endorphines ou l'ocytocine, notamment. En fait, l'exercice physique, ça va entraîner une augmentation des dépenses énergétiques qui va brûler les excédents de sucre, de graisse, ainsi que les surcharges qui peuvent être liées à un excès alimentaire, par exemple. Donc l'activité physique va améliorer ainsi tous nos échanges cellulaires, elle va brasser nos humeurs, nos liquides, qui vont du coup passer beaucoup plus souvent dans nos filtres émonctoriels et qui vont ainsi mieux alimenter nos cellules, donc nos tissus, nos organes, nos systèmes, donc notre organisme tout entier. Donc ça va entraîner en fait une épuration générale, très efficace, de nos surcharges alimentaires et métaboliques. Et puis bouger régulièrement, nous l'avons tous expérimenté, c'est aussi améliorer notre état psychique et mental. Après une bonne séance de marche ou une séance de sport, hein, nous avons tous remarqué cet état de détente, de relaxation, cette sensation de bien-être. Donc vraiment, la sédentarité, c'est vraiment une cause majeure, hein, de pathologie. Alors la troisième cause à considérer en naturopathie, ce sont les causes psychologiques. En effet, hein, notre psychisme agit directement sur notre santé et notre vitalité. Je pense que nous avons tous un jour souffert d'un mal de ventre avant un examen important ou avant un entretien délicat. Lorsque nous sommes amoureux, notre appétit se modifie, nous mangeons moins et nos métabolismes s'améliorent.
Nous maigrissons parfois. Quand nous devons demander une augmentation à notre employeur, on a tout de suite le cœur qui bat plus vite, nos mains qui peuvent trembler. Donc, si on a une grosse contrariété, on peut aussi être sujet à une crise d'eczéma, à une indigestion ou même parfois une crise d'asthme. Donc, on ne peut pas faire abstraction de nos émotions, de notre état psychique, hein, et de tout ce qui se joue en nous au quotidien. Cela influe vraiment directement sur notre santé, sur notre vitalité. Ensuite, nous arrivons au concept de base en naturopathie. Alors, je vais vous présenter vraiment les grandes notions, hein, les clés qui permettent de comprendre ce qu'est cette médecine. Je ne vais pas non plus pouvoir rentrer trop dans les détails ce soir, mais j'espère que ça pourra vous aider à mieux comprendre votre santé et le fonctionnement de votre corps. Je vais essayer de vous donner vraiment les principales choses à retenir. Alors, commençons par les humeurs. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, les humeurs, ce sont nos liquides dans lesquels baignent nos cellules. Ces liquides, ils vont alimenter nos cellules en oxygène, oxygène issu de notre respiration, et en nutriments issus de notre digestion. Mais attention, ces liquides véhiculent aussi les déchets métaboliques qui résultent du travail cellulaire, c'est-à-dire du fonctionnement de nos cellules. Donc, par exemple, nos cellules qui fabriquent de l'énergie, elles vont aussi produire des déchets en même temps. Et ce n'est pas tout, puisque nos humeurs transportent aussi les éléments fabriqués par certaines de nos cellules spécifiques à partir des nutriments apportés par l'alimentation. Donc, ces éléments fabriqués par nos cellules, ce sont par exemple des hormones, des enzymes, des neurotransmetteurs ou des immunoglobulines liées à notre système immunitaire, mais je vous parlerai du système immunitaire un peu plus tard. Donc, quelles sont ces humeurs? Les humeurs, ce sont donc le sang avec son plasma, la lymphe intracellulaire qui se trouve dans les cellules. Nous avons la lymphe extracellulaire aussi qui se trouve entre les cellules et la lymphe canalisée dans les vaisseaux lymphatiques de notre système lymphatique. Donc la lymphe dans laquelle baignent nos cellules, elle transporte les éléments nutritionnels issus de notre alimentation, mais aussi les déchets qui sont issus de l'activité des cellules. Et pour bien comprendre l'importance de la lymphe, il y a une expression très claire, je trouve, qui résume bien les choses. Pour résumer le rôle de la lymphe, elle nous vient encore de Pierre-Valentin Marcheseau, qui nous dit: «La lymphe, c'est à la fois le fleuve nourricier et le tout à l'égout». Donc elle est vraiment d'une importance capitale. Vous comprenez donc bien que de la qualité de nos humeurs, de nos liquides, va dépendre la qualité de nos cellules et par conséquent, la qualité de nos tissus, de nos organes, de notre corps tout entier. C'est vraiment très important. On peut dire que les humeurs, ce sont vraiment les garantes de notre santé et de notre vitalité. Nous sommes faits de liquide, hein. C'est vraiment important d'en prendre soin, de bien les épurer et de vraiment bien les faire circuler. Ensuite, les déchets. Donc, comme nous l'avons dit précédemment, la maladie est avant tout due à un encrassement des principales humeurs de l'organisme, c'est-à-dire le sang et la lymphe. Les déchets qui résultent du métabolisme cellulaire vont être évacués par 4 portes de sortie physiologiques, c'est-à-dire nos 4 émonctoires principaux, la peau, les reins, les poumons et le foie. Et ces déchets vont sortir en fonction de leur grosseur, c'est-à-dire que les déchets de plus petit diamètre, bon là on parle vraiment de tout petit diamètre, hein, 20 microns, ça fait à peu près 20 microns, c'est 0,02 mm, donc c'est vraiment très petit. Et bien, ces déchets, ils vont prendre la voie sanguine, veineuse, ils vont rejoindre le cœur et ils passent grâce à la circulation sanguine au travers de nos filtres émonctoriels. Ils sont éliminés sous forme que l'on appelle cristalloïdale. Ou donc, cristalloïdale, c'est par les urines, la sueur, ou mucosique, tout ce qui est mucosité, crachat, etc. Les matières fécales également. Ensuite, nous avons les déchets un tout petit peu plus gros, on va aller jusqu'à 100 microns, à environ 0,1 mm. Donc, ils sont trop gros justement pour emprunter la voie veineuse. Donc, ils vont prendre la voie lymphatique au travers des ganglions lymphatiques. Ils vont y être réduits à une taille inférieure et ils vont ensuite, à leur tour,
rejoindre la circulation sanguine et veineuse. Et là encore, la distribution pardon, se fera également au niveau des émonctoires qui élimineront les déchets sous forme d'urine, de matière fécale, de crachat ou de transpiration. Troisième catégorie de déchets, donc les déchets supérieurs à 100 microns cette fois. Donc là, on parle de résidus de pesticides, de résidus de médicaments, de produits de synthèse chimique. Donc là, le souci, c'est qu'ils vont rester dans nos humeurs, dans la lymphe extracellulaire. Et là, ils demanderont beaucoup d'efforts à notre organisme pour les évacuer après avoir réduit leur diamètre. Et l'organe le plus sollicité pour cette tâche, c'est le foie. On en revient encore au foie. C'est lui qui nous détoxifie au maximum. Donc, on voit donc bien que si le foie doit éliminer tous ces résidus, il va travailler à force en sur-régime et à force, il y a une fatigue hépatique qui va apparaître. En ce qui concerne les carences et les surcharges, donc, comme nous venons de le voir, la cause première d'une maladie résulte d'un encrassement des humeurs par plusieurs types de ces déchets. Donc, on l'a dit, hein, il y a les substances mucosiques, qu'on appelle aussi les cols. Elles sont transportées par la lymphe. Elles proviennent de résidus de cellules mortes ou d'un mauvais métabolisme de l'amidon avec les céréales, par exemple, les féculents, ou encore d'un mauvais métabolisme de sucre avec tout ce qui est sirop, soda, confiserie, ou encore de lipides avec toutes les graisses, ou encore de produits chimiques, de pesticides ou de médicaments. Donc ces cols sont aussi le résultat d'une flore intestinale qui est perturbée avec un blocage du foie. Ça peut être dû à un abus d'alcool, de stress ou simplement un problème héréditaire. Le foie et les intestins fonctionnent ensemble, hein. Tout est interrelié dans notre organisme. Alors, pour que ce soit plus parlant pour vous concrètement, toutes les conséquences de ces déchets, de ces surcharges, peuvent se matérialiser par un rhume, par une bronchite, une otite, un eczéma, de l'acné, etc. Il y en a vraiment, il y a beaucoup de problématiques qui résultent de ce problème. Pardon, beaucoup de problématiques qui résultent de ce type de déchets. Donc dans ce cas-là, on a la peau, l'appareil respiratoire, les intestins et le foie qui vont être chargés de l'élimination de ces mucoses, de ces cols. Et le deuxième type de déchets que nous avons évoqué, ce sont les cristaux ou substances cristalloïdales. Donc elles proviennent d'un excès de produits azotés comme la viande, un excès de viande, d'abat, de gibier, de sucre, de café, de fromage par exemple, mais aussi par trop de stress, de pensées négatives, de frustration, de culpabilisation, etc. Et dans ce cas, c'est la peau et les reins, les intestins aussi, qui sont chargés d'éliminer ces cristaux. Alors concrètement, si ces organes jouent mal leur rôle ou s'ils sont saturés, l'organisme va développer des pathologies comme par exemple l'eczéma sec, des conjonctivites, des calculs rénaux, des démangeaisons ou des cystites. Alors, les conséquences peuvent se matérialiser aussi par des calculs, des calcifications au niveau des articulations ou une acidité globale de l'organisme. En ce qui concerne les carences, donc le corps est carencé en cas d'apport insuffisant de certaines substances vitales, comme les vitamines, les oligoéléments, les enzymes ou les minéraux. Et cela résulte principalement, on va dire, d'une alimentation trop cuite ou d'une alimentation industrielle pauvre en nutriments ou qui contient des produits chimiques. Cette carence, elle va gêner la transformation dans notre corps du glucose en énergie. Et ça va provoquer la formation de radicaux libres. Vous savez, ce sont ces molécules dont on entend parler, hein, qui sont des molécules très instables et qui vont en fait participer à l'oxydation globale de notre organisme. Et cette carence, elle va aussi entraver le travail métabolique des cellules qui, du coup, ne sont pas correctement nourries et qui pourront se nécroser ou se modifier. Du coup, ne rempliront plus leur rôle d'origine. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va encore produire des déchets. Donc, le corps va ainsi se surcharger progressivement. On va provoquer peu à peu un blocage des émonctoires qui ne pourront plus exercer correctement leurs fonctions.
En conséquence, les liquides, les humeurs, dont on a parlé, qui transportent ces déchets, ils vont s'épaissir en devenant plus visqueux, donc ils vont circuler plus lentement et ça va diminuer progressivement, l'irrigation des tissus, les échanges entre les cellules et l'oxygénation de notre organisme. Donc les cellules qui sont du coup moins bien débarrassées des déchets et moins bien alimentées, elles finissent par étouffer ou alors par proliférer, de manière, désordonnée. Donc avant d'en arriver là, on a notre organisme qui va connaître des troubles variables, hein, selon les individus. Ce sera en fonction de leur tempérament et de leur constitution. Donc le naturopathe, il va interpréter ces troubles non comme une maladie à soigner par des médicaments, mais plutôt comme des sonnettes d'alarme émises par notre corps. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on va alors agir en amont, en évitant déjà les surcharges et les carences. Et là, vous avez là un des grands axes de la prévention en naturopathie. Alors, passons ensuite aux émonctoires. Alors, là, voilà vraiment une notion très importante à comprendre. Donc, ces émonctoires, ce sont nos filtres et ils filtrent nos humeurs, nos liquides. Vous le savez, hein, notre organisme dispose de 4 portes de sortie naturelles, donc qu'on appelle émonctoires, qui sont chargées d'éliminer les déchets de notre corps. Donc, nous avons notre système cutané, notre système urinaire, le système respiratoire et le système intestinal avec le foie et la vésicule biliaire. Ces filtres, ils vont éliminer les déchets sous forme d'urine, de matière fécale, de crachat ou de transpiration. Donc, en premier lieu, nous avons le système cutané. Alors, avec les glandes sudoripares, vous savez qu'ils permettent d'éliminer les déchets cristalloïdaux dont nous avons parlé il y a quelques minutes et qui peuvent entraîner un eczéma sec, une sécheresse de la peau ou du psoriasis, par exemple. Et il y a aussi les glandes sébacées qui permettent une élimination des déchets mucosiques des cols, donc pouvant être justement le siège de pathologies humides comme l'acné suintant, l'eczéma suintant, les otites ou les sinusites. Notre deuxième filtre très important, c'est l'arbre respiratoire. Donc, lui, il va permettre l'élimination des déchets mucosiques par les crachats, les catarrhes, qui peuvent entraîner des maladies humides, justement, comme le rhume, la bronchite ou plus grave, la pneumonie. Alors, ce système respiratoire, il est également le lieu d'élimination des acides volatiles. Donc, ce sont des déchets qui s'accumulent dans notre corps, qui résultent du stress, de la sédentarité, d'une alimentation déséquilibrée, entre autres, hein. Il y a plein d'autres raisons. Donc, en respirant bien, avec de bons échanges gazeux, on va déjà pouvoir évacuer les acides volatiles et on agit directement sur l'acidose tissulaire qui est vraiment responsable de phénomènes d'oxydation, de déminéralisation et d'inflammation, surtout dans notre corps. D'où l'importance de bien respirer. Ça paraît simple, hein, mais c'est la base et pourtant, beaucoup de personnes ont des difficultés à bien respirer ou n'ont pas appris tout simplement. Donc nous en parlerons, en fin de conférence pour une petite pratique ensemble. Et notre troisième filtre, le système rénal. Alors le système rénal, il permet d'éliminer, les déchets cristalloïdaux ou les cristaux qui peuvent provoquer des calculs rénaux ou des coliques néphrétiques. Et enfin, nous avons notre fameux trio foie, vésicule biliaire, intestin. Donc ce trio permet d'éliminer les déchets mucosiques et cristalloïdaux qui peuvent provoquer constipation, diarrhée, calcul biliaire ou des fermentations intestinales, par exemple. En fait, tout est une question d'équilibre entrée sortie. C'est-à-dire que si les déchets normaux issus de notre alimentation ne sont pas évacués régulièrement par nos filtres biologiques, la lymphe, elle va s'encrasser, elle ne peut plus, dans ce cas, nourrir correctement nos cellules. Et ces déchets pourront même intoxiquer nos cellules et les rendre incapables d'exercer leurs fonctions. Donc, on peut dire que notre vie est vraiment dépendante justement des mouvements de nos liquides corporels, que ce soit dans les cellules ou entre les cellules. Il faut en fait que tout puisse circuler de façon fluide pour favoriser les échanges, pour éliminer.
On dit bien que le mouvement, c'est la vie et là, c'est particulièrement vrai, aussi. Alors je voudrais vous donner quelques chiffres intéressants qui sont vraiment très parlants, qui sont vraiment en lien avec nos liquides et leur circulation. Il faut savoir que nous disposons de 100 000 kilomètres de canalisation dans notre corps, c'est-à-dire en prenant en compte la totalité des capillaires, des veines et des artères, 100 000 kilomètres. Nous avons 200 hectares de tissu à irriguer toutes les minutes et nous avons en moyenne 5,6 litres de sang à peu près. Et ces 5,6 litres de sang, ils doivent effectuer l'irrigation justement de nos 200 hectares de tissu pour les alimenter en oxygène, en éléments nutritionnels, les débarrasser aussi de leurs déchets métaboliques et cela à chaque minute. Donc c'est vraiment un exploit. Notre organisme, c'est vraiment de l'orfèvrerie. Nous avons aussi 2400 litres de sang qui sont filtrés chaque jour grâce au foie, 2400 litres. Donc, on peut vraiment le remercier pour son énorme travail et surtout en prendre soin. Et enfin, notre arbre respiratoire, on a 130 à 200 mètres carrés de surface pulmonaire pour oxygéner justement nos 5,6 litres de sang à chaque minute. Donc, ces chiffres impressionnants nous amènent à parler maintenant de la force vitale. Alors, la force vitale, vous avez tous remarqué qu'une bonne nuit de sommeil permet vraiment une pleine récupération. Ou encore que nos maladies bénignes guérissent spontanément dans beaucoup de cas. Par exemple, quand on se coupe, tout est mis en œuvre par notre corps pour réparer la coupure et surtout sans que nous ayons quoi que ce soit à faire. Le secret de ces phénomènes naturels réside justement dans la force vitale. Alors cette force, elle est invisible au microscope, nous n'en avons pas forcément conscience. Et pourtant, elle représente vraiment l'ensemble des forces de vie qui permettent à nos cellules de fonctionner et à nos organes internes d'être actifs sans que l'on ait à y penser, sans que l'on ait à faire quoi que ce soit. Alors, selon les pays, selon les traditions et les cultures, cette force vitale, elle porte différents noms. Nous avons le pneuma chez les Grecs, le prana chez les hindous, chez les Chinois, on parle de chi. Mais dans tous les cas, il s'agit simplement de la force de vie. Cette force vitale, elle permet justement de libérer les surcharges accumulées dans nos filtres, le foie, les reins, la peau et les poumons. Comme nous l'avons vu, si jamais l'évacuation de ces surcharges ne se déroule pas correctement, elle va créer des désordres. Et notre organisme, justement, il possède des capacités d'auto-guérison grâce à cette force vitale qui l'anime. Par exemple, en prenant le cas d'une infection, une forte fièvre va être un moyen de défense de notre organisme qui va activer nos globules blancs. Notre peau, elle cicatrise naturellement en cas de coupure. Si on se fracture des côtes thoraciques, c'est impossible de les plâtrer et pourtant, elles vont se consolider d'elles-mêmes. L'organisme, devant une intoxication alimentaire, il va réagir par une diarrhée. Alors, c'est désagréable, mais c'est salutaire. En fait, la maladie, elle est orchestrée par la puissance de la force vitale présente. Elle n'est pas négative en soi. C'est vraiment le moyen que notre corps a pour nous informer que notre hygiène de vie, dans son ensemble, n'est plus conforme à notre physiologie et qu'il convient de corriger quelque chose, de corriger cette attitude. Donc, pour le naturopathe, la première médecine, la première thérapie réside dans la façon de vivre, la façon de nourrir, de bouger, de penser. En fait, tout ce qui fait partie de l'hygiène de vie. Un autre concept dont vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est le terrain. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le terrain? Alors, pourquoi certaines personnes vont attraper la grippe chaque année alors que d'autres, dans le même contexte, y échappent? Tout simplement parce que devant un même microbe, certains vont développer telle maladie, d'autres vont rester en pleine santé. Pourquoi? C'est la raison, c'est le terrain. Le terrain va être réceptif ou non à la maladie. En fait, chaque individu dispose d'un terrain idéal ou défavorable. Et en cas de modification de la composition, on va dire, idéale de notre terrain, on a notre santé et notre vitalité qui vont se voir altérées.
Alors cette altération, elle peut résulter soit d'une surcharge ou alors d'une carence de l'organisme en vitamines, en oligoéléments ou alors en enzymes. Ça dépend. Donc nous ne pouvons pas modifier notre terrain humoral hein, qui nous vient de notre hérédité, mais par contre, on peut vraiment connaître notre terrain pour identifier les types de maladies auxquelles nous pouvons être exposés afin d'agir en prévention. On va vraiment essayer de voir nos fragilités pour essayer d'agir en amont. Donc, par exemple, en naturopathie, on dit que certaines personnes ont un terrain dit neuroarthritique. On va déterminer en consultation ce type de terrain, c'est-à-dire que ces personnes, concrètement, elles transforment mal les aliments acides ou acidifiants, les glucides et les protéines. Quelle que soit la catégorie de nutriments, elles la transforment en acide, ce qui ouvre la voie à de nombreuses maladies comme les rhumatismes, les problèmes d'articulation, donc les problèmes d'épaule, de genoux, de coudes, par exemple. Alors, ces personnes souffrent en général de constipation, de problèmes intestinaux, ce qui peut être aussi une source non négligeable d'acidose endogène, c'est-à-dire qu'elles transpirent peu, elles sont frileuses et n'évacuent pas les acides présents.